Bonjour aux courageux qui sont revenus. Et merci à ceux qui sont restés. Donc bon, on continue à travailler en démarrant aujourd'hui donc par un retour des ateliers qui ont eu lieu hier. Il a semblé logique de démarrer par le groupe des CMP que Pierre-Marie Ouette a accepté de rapporter, puis par celui consacré aux hôpitaux de jour, et c'est François Majoub qui viendra nous faire un retour. Éric Marcel a fait le trajet pour venir, et on le remercie, pour venir nous présenter un projet de prise en charge de soins somatiques, parce que c'est vrai qu'en fait, ça a été en filigrane dans tous les réflexions et les travaux d'hier, mais ça semblait intéressant de voir comment on y réfléchit en ce qui concerne la prise en charge des adultes. Alors on est un tout petit peu en dehors. Et puis, enfin, on a confié, alors non pas la conclusion, mais on a sollicité Catherine Itserlis, qui est donc responsable santé mentale et autisme à l'Agence régionale de santé, de venir nous apporter des éléments du point de vue de l'ARS, puisque ça semblait important d'avoir aussi ces éléments à partager avant d'aboutir sur des pistes de propositions. Voilà. Bonne matinée à tous. Bonjour. Je vais essayer d'être le plus neutre et fidèle possible par rapport à ce qui s'est dit hier, en sachant qu'il y a finalement trois entrées par rapport au problème de l'évaluation au niveau des CMP. Donc, en sachant qu'il y a le fonctionnement propre au CMP, dont la vocation n'est pas de faire des évaluations, mais de faire des traitements, la vocation première, mais effectivement, il y a aussi l'aspect évaluation. Et qui doit s'articuler avec d'autres organisations qui sont les centres ressources comme Pédiated et les CAMS qui, eux, font, je dirais, autant des évaluations que des traitements. Donc la question, c'est aussi comment rendre possible l'application des recommandations en CMPE de pédopsychiatrie et trouver un équilibre satisfaisant entre évaluation et traitement. L'intrication entre ces deux démarches, a priori opposées et contradictoires, sont pourtant complémentaires. La nécessité de l'évaluation pour poser des jalons dans la prise en charge, informer les parents et les partenaires, est évidemment importante. Ça, c'est un élément qui est apparu assez souvent dans la discussion, c'est-à-dire la nécessité d'informer finalement, de donner des informations autant aux parents que aux partenaires, et aussi de laisser une trace dans les dossiers pour pouvoir, en quelque sorte, baliser l'évolution des enfants en fonction des prises en charge. Il y a aussi la question d'obtenir une compensation au niveau de la MDPH qui soit la plus juste possible, de telle sorte que le certificat médical qu'on appelle le CERFA puisse être rempli de la façon la plus objective possible. Alors, après, c'est poser la question de pratiquer des bilans spécifiques au problème de l'autisme et du développement de l'enfant. Pour cela, il faut... alors, on peut utiliser des échelles spécifiques, comme la CARS, par exemple, ou le PEP, en sachant que l'utilisation de ces échelles nécessite à la fois des compétences, il faut savoir les pratiquer, et sont coûteuses en temps de soignant, finalement. Alors, la quantification de ce temps est assez variable selon l'expérience qu'on peut avoir de l'utilisation de ces échelles. Alors la CARS, par exemple, ça peut être entre 30 minutes et 1 heure, par exemple, le temps de l'utiliser et de l'évaluer, et de l'interpréter. La PEP, ça peut prendre 1 heure et demie, par exemple. En sachant que le fait d'utiliser ces échelles n'empêche pas, finalement, ne se substitue pas à la nécessité, aussi après pour les orthophonistes, par exemple, les psychomotriciens, de pratiquer eux-mêmes des bilans qui viendront en quelque sorte se surajouter à ces échelles d'évaluation. Donc tout ça est coûteux en temps. Néanmoins, on a quand même convenu finalement qu'il était nécessaire au niveau des CMP
d'arriver à évaluer de façon un peu plus fine, finalement, à la fois le niveau de développement des enfants, préciser le diagnostic fonctionnel et l'âge développemental aussi, qu'on ne le fait actuellement. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est vrai qu'on n'est pas très précis, très pointu dans ces pratiques-là. À noter l'intérêt des groupes d'observation qui permettent justement d'évaluer dans quelque chose de plus dynamique le niveau fonctionnel et les échanges entre enfants. Alors ensuite, sur la notion des délais de l'urgence. Donc actuellement, les CMP s'organisent pour évaluer rapidement les demandes de consultation des enfants de moins de 4 ans, comme cela avait déjà été mis en place pour les adolescents d'ailleurs, partant du principe que toute demande pour un petit traduit un fort risque autistique. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a un autisme qui est en place, mais soit il peut y en avoir un, le fait est, soit il peut y avoir un risque d'évolution autistique, ce qui fait que toute demande d'un enfant de moins de 4 ans doit être considérée comme prioritaire. Ce qui est mis en place aussi sur certains CMP et de plus en plus, c'est la notion d'entretien d'accueil par des soignants, qui permet à la fois de raccourcir les délais de prise de rendez-vous et d'intégrer plus rapidement l'enfant dans un processus de soins, puisque du coup l'enfant est connu des soignants. Sur la question qui va de pair un peu avec la notion de l'évaluation, c'est les examens somatiques, à la fois les examens d'évaluation et en même temps la notion de traitement de certaines situations aussi. Et là, on a convenu que le médecin traitant était un personnage clé dans cette prise en charge, à la fois parce que dans l'organisation des bilans, il s'avère être très compétent finalement, et peut-être davantage compétent que nous. Le fait qu'ils connaissent la famille et les problèmes dans leur globalité, que l'accès au carnet de santé quand même leur est assez habituel, et bon, donc ils connaissent bien l'histoire de l'enfant. Du coup, on a acté le fait que les bilans neuropédiatriques étaient assez difficiles d'accès en ce moment. Et finalement, on s'est demandé si la substitution ou l'intervention des médecins traitants dans le cadre de ces bilans-là n'était pas intéressante finalement. Et ce recours aux médecins traitants pouvait apporter quelque chose pour les bilans neuropédiatriques et autres. Alors, après, la place de pédiathède, effectivement, a été beaucoup envisagée, de même que celle des CAMS, qui eux aussi font beaucoup de bilans. Et la question s'était posée, est-ce que finalement pédiathède a le monopole de cette évaluation, ou est-ce que, comme j'en parlais juste avant, est-ce qu'on ne pourrait pas, nous aussi, effectivement, faire une évaluation de haut niveau au niveau des CMP? Et donc on a convenu qu'effectivement, si les soignants étaient formés à ces techniques d'évaluation, qui ne sont peut-être pas si compliquées à mettre en œuvre, on pourrait aussi avoir un diagnostic finalement assez précis au niveau des compétences de l'enfant, des problèmes et du niveau de fonctionnement. Alors c'est aussi poser la question finalement du dépistage, c'est-à-dire qu'avant de faire une évaluation, il faut pouvoir dépister les troubles de l'enfant. Alors on a noté qu'il y avait deux niveaux de dépistage en fait, en particulier qui sont faits dans les consultations, mais on s'est rendu compte que finalement les pédiatres sont moins attentionnés, on va dire, que les psychologues de crèche et de PMI, ou les médecins de PMI, qui sont beaucoup plus alertés par les problèmes de développement précoce. Donc effectivement, il y a des tests comme le chat, mais il y a aussi un test très simple. Alors on s'est posé la question de savoir s'il était dans le carnet de santé, qui est en fait le regard. Est-ce que l'enfant regarde? Est-ce que l'enfant pointe? Et est-ce qu'il a des stéréotypies? Alors ça, je ne sais pas si c'est dans le carnet de santé, mais ça pourrait l'être. Effectivement, ça pourrait être une approche intéressante. Mais il paraît que maintenant, il y a des applications smartphone pour faire des diagnostics. D'après ce que j'ai compris, on filme l'enfant et l'application donne un diagnostic. Il paraît que ça existe. Ou sur un film familial. La place des parents dans l'évaluation et la gravité des troubles est maintenant considérée à égalité
dans leurs compétences d'évaluation au même niveau que celles des soignants et que celles de l'école, ce qui est aussi assez nouveau en fait dans les pratiques actuelles. On a constaté aussi une sous-évaluation du diagnostic, ben ça c'est un grand classique, qu'on retrouve dans les chiffres DIM, où on a l'impression que les cotations ne correspondent pas du tout à la réalité clinique, et le fait est qu'on a convenu que nous avions tous tendance à nous sous-coter, et à sous-coter les pathologies des enfants, ce qui est aussi un problème. Il y a un autre sujet qui a été soulevé, c'est la différenciation entre CMP et CATTP, c'est-à-dire à quel moment on considère qu'un enfant est suivi en CMP, à quel moment il est suivi en CATTP, et quelle incidence ça peut avoir sur la suite de la prise en charge et sur aussi la cotation des actes. Voilà, donc il y a un certain nombre de sujets qui n'ont pas été abordés mais qui sont quand même en lien avec la notion d'évaluation. C'est les techniques de soins spécifiques, parce que là il y a des techniques d'évaluation spécifiques, mais il y a aussi des techniques de soins spécifiques qui d'une certaine façon incluent en elles-mêmes leur propre évaluation. Et la notion de lien avec l'école et la MDPH, où voilà, c'est pour rappeler encore une fois que les écoles aussi elles-mêmes font des bilans de niveau des enfants, et la MDPH a besoin de tous ces bilans pour compenser le handicap. Voilà, donc j'ai essayé de faire une petite synthèse de tout ce qu'on a évoqué en réunion. Donc voilà. Donc, alors les propositions, effectivement, c'est déjà qu'on fasse un effort, nous, en pratique, peut-être autant les pédopsychiatres, les psychologues, mais peut-être tous les soignants, pour communiquer un peu plus par écrit, déjà. Premier effort à faire. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans ce type de comportement. Ensuite, la deuxième chose, c'est éventuellement faire un effort de formation sur certaines échelles, hein, si possible assez simple et pas trop chronophage, qui pourrait effectivement peut-être aussi apporter un regard objectif dans l'échange qu'on a avec les parents. C'est-à-dire que quelque chose soit un petit peu, que ça soit pas uniquement basé sur de l'affectif, si j'ose dire, mais qui est un support qui permette peut-être de faciliter le dialogue avec la famille. Ça pourrait être intéressant. Deuxième chose. Ensuite, effectivement, la question du carnet de santé, voir si ces notions de dépistage existent ou pas dans le carnet de santé. Sur le délai et l'urgence, je pense qu'on est pas mal quand même actuellement, on se débrouille pas trop mal. Les entretiens d'accueil, finalement, moi j'étais assez réticent au départ et je pense que c'est quand même un outil très intéressant pour les prises en charge d'enfants très jeunes, effectivement. C'est-à-dire que le fait que les soignants et qu'il y ait un fonctionnement d'équipe qui d'emblée se mette en place, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Alors au niveau de la compensation du handicap et du remplissage du certificat médical CERFA, moi je trouve qu'il n'est pas très bien fait en fait. Mais bon, je sais pas comment s'il faut le rédiger différemment. Enfin bon, là je pense qu'il y a quelque chose aussi qui va pas. C'est tout. J'ai pas d'autres. Après, ça va se poser la question des techniques de soins spécifiques. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut utiliser des techniques de soins classiques qu'on utilise en pédopsychiatrie, de type relationnel, ludique, ou est-ce qu'il faut une technique spécifique qui serait, je ne sais pas laquelle d'ailleurs, plus éducative ou voilà. Moi, ce qui me semble intéressant de noter quand même, c'est qu'il y a quelque chose aussi qui a bien évolué au niveau de la pédopsychiatrie, c'est la notion d'atelier, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas l'enfant sans rien faire. C'est-à-dire qu'on propose toujours quelque chose à l'enfant, que ce soit alors après en hôpital de jour, peut-être que vous en parlerez, ou en CATTP, où c'est fini l'époque finalement où on disait voilà, on attend que l'enfant, que l'émergence du désir, etc. Bon voilà, cette époque est terminée en fait. Maintenant, on propose quelque chose aux enfants. Alors, tout à fait. Alors, on s'aperçoit effectivement qu'il y a des enfants, on commence à les voir, moi je dirais vers CM1, CM2 et à rentrer au collège,
qui ont des troubles graves qui ont été compensés de façon assez étonnante quelquefois d'ailleurs, avec des équilibres personnels ou familiales. Et c'est vrai que là, c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a pas du tout abordé, ça, tout à fait. Ouais. Parce qu'il y a des décompensations, c'est-à-dire que les défenses qui se sont mises en place, finalement, et qui ont permis une adaptation au niveau de l'école du primaire, par exemple, tombent au moment du passage au collège. Et là, effectivement, ça c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, tout à fait. J'avais l'impression qu'on avait réfléchi sur une articulation possible, et puis tu nous la rapportes pas aujourd'hui. Alors peut-être qu'elle t'a pas semblé intéressante, hein, mais. Je vois pas très bien à quoi tu fais référence. C'est-à-dire l'articulation entre. Pour moi, l'articulation est naturelle, c'est-à-dire qu'il y a des entrées pédiathètes qui sont plus souvent de professionnels non psychiatres ou non inscrits dans le système psychiatrique, qui peuvent être les écoles, les PMI, enfin bon, ou même les parents eux-mêmes d'ailleurs, par Internet, qui font cette démarche vers Pédiathède et qui font le Pédiathède fait la démarche diagnostique d'ailleurs, et après nous les envoie ou pas selon, c'est selon. Et ça fonctionne pas trop mal d'une certaine façon. Parce qu'il me semble hier, mais je n'étais pas la seule à cet atelier, hein, qu'il y avait dans le fond le diagnostic pour les enfants, alors diagnostic relativement précoce, mais pour les plus de 2 ans. Je crois qu'on avait mis le cut-off là. C'était quelque chose où effectivement sur les CMP avec une formation on pouvait s'en saisir, mais que par contre il resterait les diagnostics complexes et puis les diagnostics chez les vraiment moins de 2 ans, puisque c'était pas du tout les mêmes. Les spécialistes m'ont appris hier que c'était pas du tout les mêmes outils qu'on utilisait et que donc il y a moins d'outils aussi spécifiques de propres aux troubles de la relation chez les tout petits. C'est des outils plus globaux, en fait, effectivement. Oui. Parce que du coup, dans ma tête, je m'étais dit, moi, en fait, voilà, ça va être facile. On va proposer quelque chose qui est, s'il y a une comorbidité somatique évidente, on orientera vers les CAMS. Les CMP prendront les 3-4 ans pour lesquels il y a une évaluation, pour lesquels ils ont les compétences. Et puis, Pédiathède pourrait intervenir sur les tout petits et puis les situations plus complexes. Effectivement, on n'a pas du tout posé la question des grands enfants, hein, mais je sais pas, moi c'est ce que j'ai retenu de l'atelier, mais je me trompe peut-être. Les personnes qui s'occupent d'adolescents, effectivement, on est confrontés à ces problématiques avec, effectivement, moi je parle du secteur que je connais du 5, pas d'hôpitaux de jour pour adolescents, donc on est obligé de proposer quelque chose au niveau des CATTP, et puis on peut essayer de faire des montages qui ne sont pas complètement satisfaisants. Et je pense que la question du diagnostic des plus grands doit être aussi pensée. On a beaucoup parlé des petits. Oui, effectivement, à Pédiathède, on a beaucoup de demandes pour des adolescents. Et là, particulièrement, en fait, les tranches qui montent là dans les demandes, c'est les tout petits, donc les 18 mois, 15 mois et même 3 ans, enfin voilà, vraiment les petits. Et puis les ados, pré-ados, mais beaucoup moins la tranche effectivement intermédiaire. Voilà. Donc ça, on voit beaucoup d'adolescents. Donc, alors c'est vrai que ils sont pas prioritaires. Donc on va les voir, voilà, on va mettre beaucoup de temps. Eux, ils vont pas passer en haut de la file d'attente, alors que les tout petits, les moins de 2 ans, on les voit dans les 2 mois. Et peut-être pour rebondir sur ce que vous venez de dire, ce qui avait été réfléchi dans le groupe, si mes souvenirs sont bons, c'est effectivement qu'il fallait différencier le moment où on peut poser le diagnostic de façon formelle un peu plus aisément, et puis la période précédente, donc les moins de 2 ans, où là on est plus dans un dépistage. Certains enfants, on pose le diagnostic à 2 ans et c'est très très clair. D'autres, on reste dans une vigilance. Et alors là, il y a des graduations. Donc là, faudrait qu'on en rediscute. Et donc la question, c'était à quel moment
on fait un dépistage un petit peu plus ciblé, parce qu'il y a le dépistage de première ligne, et puis après, quand on voit des symptômes, qui va pouvoir dire s'il y a un très fort risque d'évolution vers un autisme ou pas. Voilà. Et donc peut-être que Pédiathète pouvait s'inscrire dans la deuxième partie, pas le tout début. Voilà. Alors, à mon avis, les CMP sont capables de faire ce dépistage. Hein. Je pense que tous les professionnels de CMP sont capables de le faire. Le fait est qu'on peut prendre acte du fait qu'on n'a pas parlé des adolescents hier. Du tout. Maintenant, il y a une raison à ça, c'est que on pense qu'un enfant pris en charge, parce que l'urgence, c'était plus ça la notion d'urgence, c'est-à-dire un enfant pris en charge avant 4 ans, on peut penser qu'il y a une perspective de guérison possible et que c'est vraiment là qu'il faut mettre le paquet, alors que l'adolescence, c'est, voilà, même si des défenses se sont installées, elles ont plus ou moins bien fonctionné, mais on est plus dans des aménagements de vie ou de prise en charge de soins que dans des perspectives de réelle guérison. Moi, je pense à toute cette frange qui n'est pas très symptomatique, qui n'a pas beaucoup de déficiences, qui arrive globalement à s'intégrer dans un système ordinaire, mais à un prix, à quel prix, j'ai envie de dire, et pour laquelle se pose après toute la question de l'insertion, que ce soit d'une part scolaire et aspect professionnel. Et là, vraiment, cette question-là, je pense qu'on ne l'aborde pas, alors qu'elle mérite, à mon sens, d'être... Il faut mettre le paquet là-dessus. Tout à fait. Moi, je pense. Voilà, il faut y penser. Là, je peux. Oui, bonjour. Moi, à vous entendre, je regrette vraiment de ne pas avoir été là hier. Et puis, tout à l'heure, je vais prendre la parole au titre de l'ARS, mais bon, mon centre clinicien bouillonne, donc je n'arrive pas à me retenir. Et Marie-Christine me dit lâche-toi, lâche-toi. Donc, oui, j'aurais envie de réagir à plusieurs niveaux. Je vais reprendre l'ensemble du discours et aiguillonner. Bon, ceux qui me connaissent me reconnaîtront. Tu dis il y a une tension entre évaluation, soins, c'est pas le rôle des CMP. On peut pas faire des soins sans savoir pourquoi on les fait et d'avoir évalué l'impact de ce qu'on fait, etc. Donc même en CMP, même si le mot n'est pas très admis dans les CMP, on fait des évaluations. Dans les synthèses, qu'est-ce qu'on fait d'autre que de se poser la question qu'on en est... Bon. Et on le fait de façon intersubjective, en confrontant des avis. C'est vrai que de le faire en même temps de façon plus objectivable, pas obligatoirement pour aboutir à un chiffre, mais enfin pour se donner à soi-même des images plus en rapport avec des critères extérieurs à sa propre subjectivité, me paraît extrêmement important chez les enfants en particulier, parce qu'un enfant de toute façon il progresse, ne serait-ce que par l'âge. Et on peut être très optimiste sur les progrès qu'on a faits, mais la différence avec l'âge de développement avoir augmenté, ou les progrès ne pas être en rapport avec les soins, mais simplement avec l'âge. Donc ces échelles sont un outil absolument pour moi indispensable à mettre en place dans le quotidien, et pas seulement pour une évaluation comme ça extérieure, qui ne serait pas du domaine des CMP. Je réponds au fur et à mesure ou je te laisse... On peut regager le débat. Mais bon, je m'adresse à tout le monde. L'idée est très simple, c'est-à-dire que c'est d'éviter que des parents viennent pour demander juste de faire un état des lieux de la situation. Tout à fait. L'idée, c'est de dire aux parents, on n'est pas là pour faire un état des lieux, on est là pour changer quelque chose de votre site, de votre vie. Tout à fait. Mais on peut faire ça en l'annonçant. C'est la même chose que quand les gens viennent nous demander un certificat pour leur divorce et autres. On a l'habitude de ces demandes qui paraissent extérieures, mais qui en fait, les parents ont besoin d'être confrontés à leur propre inquiétude. Et c'est la méthode qu'ils emploient pour éviter, en fait, probablement, une partie de leur propre inquiétude, de s'adresser à l'extérieur du soin pour demander un diagnostic, alors que, véritablement, c'est de l'aide et du soin qu'ils veulent demander. Moi, je prends ça comme un processus défensif. Et donc, ça se traite, dans le cadre de la consultation, finalement, assez facilement. Je prends un autre. Donc pour moi, il n'y a pas de démarche opposée, c'est des démarches convergentes. Et je pense que dire c'est des démarches opposées dessert fondamentalement la pédopsychiatrie vis-à-vis du lobbying des J'ai modéré des parents. En disant que c'était des démarches complémentaires. J'ai pris des notes opposées, contradictoires. Et complémentaires. Et complémentaires. Alors ensuite, la question du CERFA.
La question du CERFA, oui, il faut remplir ces CERFA. Il est mal foutu, d'accord. Il y a des lignes qui ne nous permettent pas de remplir au bon endroit. Il y a 50 000 lignes qui ne nous servent pas pour l'autisme. Mais c'est une aide tout à fait importante pour les MDPH. Le problème, c'est qu'il n'est pas seulement au niveau du CERFA. Je pense que le CERFA devrait être rempli obligatoirement, et j'espère qu'on va pouvoir faire évoluer les choses. Alors, je reprends ma casquette ARS là, auprès de la CNSA, mais le CERFA devrait être obligatoirement rempli par un médecin spécialiste pour aller à la MDPH et pas par pas par un généraliste qui n'est pas en mesure de sortir les éléments significatifs pour la MDPH, de mon point de vue. Il n'a pas le temps, il remplit un certificat dans sa consultation, mais il ne peut pas vraiment prendre le temps d'une évaluation suffisamment fine pour la MDPH, et ça court-circuite complètement le domaine des soins de le faire de cette façon-là. Donc il y aurait un intérêt à demander, comme on demande pour certains traitements, que ça soit initié par un spécialiste. On pourrait très bien demander que pour la MDPH, ce soit initié par des spécialistes. La question, c'est les liens de la pédopsychiatrie avec les MDPH. Et de la même façon qu'on a mis en place dans le 78 une aide à l'évaluation pour le handicap psychique, on devrait mettre en place une aide à l'évaluation pour les situations d'autisme, y compris celles qui arrivent tardivement et qui sont particulièrement difficiles effectivement à diagnostiquer. Et tout le problème des diagnostics complexes, ça me permet de le dire tout de suite, c'est le problème de l'autisme léger. C'est pas le problème de l'autisme lourd avec déficit intellectuel. Celui-là, on le fait sur le trottoir en passant. Après, c'est un problème d'évaluation fonctionnelle, mais c'est pas un problème de diagnostic. Mais les diagnostics tardifs pour mettre des mots et pour repérer une pathologie qui n'a pas été repérée, qui est quand même la première démarche, évidemment, ça c'est très complexe et c'est un diagnostic différentiel qui demande aussi énormément de compétences et qui est, à mon avis, du domaine des centres diagnostiques. Sinon, on a tendance à mettre en avant la dépression de l'adolescent, enfin tout ce qu'on a trop l'habitude de voir en pédopsychiatrie. On a beaucoup de mal en CMP. Et je parle en tout cas, j'ai moi du mal en CMP quand je vois ces enfants-là à penser à l'autisme. J'ai beau être sensibilisée, j'ai du mal à y penser, et je pense que d'aller, si on y pense, confirmer ça par un centre diagnostique peut être une démarche tout à fait importante. Ce qui veut dire autre chose, c'est que les centres de diagnostic Pédiathède, ils vont avoir à faire beaucoup de diagnostics différentiels, et finalement, la qualité du travail d'un centre diagnostique pourrait être mesurée à l'aune de ses réfutations diagnostiques et de ses réorientations. Et les réorientations, elles sont vers où ? Vers le CMP. Bon. Les confirmations diagnostiques aussi. Ben voilà, donc de toute façon, ça va revenir vers le CMP, voilà. Mais encore plus quand il y a une réfutation diagnostique. Les échelles, c'est beaucoup de temps. Oui, mais c'est peut-être du temps gagné derrière. Bon. Les échelles, elles doivent se répéter aussi. Et s'il y a dans les recommandations des bonnes choses, c'est en particulier de répéter régulièrement ces échelles, là encore, pour nous aider à apprécier l'impact des soins et les réorienter régulièrement. Et en pédopsychiatrie, c'est fondamental. Moi, j'ai toujours été frappée, c'est une autocritique, dans nos synthèses, qu'on se réfère toujours au premier rendez-vous. Et ça revient systématiquement. On est 5 ans plus tard et il y a quelqu'un qui va dans l'équipe vous rappeler le premier rendez-vous, ce qui s'est passé. Et on a du mal à progresser et à voir l'enfant progresser. Bon, peut-être que j'ai quitté le CMP depuis très longtemps, mais quand même. Sur les délais de rendez-vous, oui, il y a un effort. En même temps, c'est très étonnant. Je reprends ma casquette ARS. On fait une enquête actuellement dans le 77 parce qu'il y avait un vrai problème de disponibilité médicale dans le 77, vous imaginez. Donc il y a un intersecteur qui n'a plus qu'un temps médical pour 260 000 habitants. Donc c'est en Île-de-France, c'est pas à Romorantin. Remarquez, à Romorantin, ils en avaient 0. Mais bon. Donc, on a fait une enquête sur comment organiser les CMP
de façon à ce que tout ne passe pas par les médecins et diminuer les délais de rendez-vous. Et quand on enquête, on trouve des délais de rendez-vous moyens à 3 mois. Bon, je ne comprends pas comment on peut sortir ces chiffres-là. C'est déjà pas mal. C'est excellent. Bon. Mais c'est incroyable, oui. Je n'y crois pas. Voilà. Je n'y crois pas. C'est-à-dire qu'on essaye de montrer le mieux qu'on fait à chaque fois qu'on est interrogé, alors qu'on devrait véritablement réfléchir, mais ça on en avait déjà parlé, sur nos dysfonctionnements et pas sur le mieux qu'on fait. Et donc, quand on enquête les gens sur du déclaratif, on a à chaque fois le mieux qu'on fait. Donc, quand on dit on essaye de recevoir le plus vite possible, ça je le crois complètement. Dire que le délai moyen est à 4 mois, ça demanderait quand même à être vérifié sur est-ce que véritablement on y arrive. Et ma conclusion, c'est qu'il faut un suivi régulier de ces délais depuis la première demande. Ce n'est pas le délai depuis qu'on a commencé à traiter la demande, depuis le premier coup de téléphone jusqu'au premier rendez-vous. Et je pense que la qualité voudrait que tout le monde fasse ça. Et rien que de le faire, ça vous aide à améliorer les choses. Je ne veux pas monopoliser, mais je pourrais continuer comme ça longtemps. Sur la place des CAMS. Les CAMS, ils ne sont pas plus dans l'évaluation que les CMP. Les CAMS, ça dépend vraiment des CAMS. Il y en a qui se sont lancés dans l'autisme depuis longtemps et qui ont développé une compétence très importante. Il y en a qui sortent complètement les enfants autistes de leur liste et les renvoient vers la psychiatrie. Donc on peut pas généraliser. Tous les CAMS n'ont pas de pédopsychiatre Pas tous. Et on ne peut absolument pas généraliser. Donc là, il y a j'en parlerai tout à l'heure, un des axes très importants pour les amener à prendre en charge la question de l'autisme. Ils ont besoin aussi de formation. La question des soins somatiques, la question n'est pas tellement de les renvoyer vers les médecins généralistes, les neuropédiatres ou autres, c'est de les avoir dans la tête et de toujours se préoccuper. Qu'est-ce qui se passe au niveau somatique? Est-ce que l'enfant a eu ses vaccinations? Comment vont ses dents? Comment vont ses oreilles et ses yeux? Et chez les enfants autistes, c'est particulièrement difficile. D'abord, on est envahi par autre chose. Au niveau du CMP, c'est qu'on voit des enfants directement qui ne passent pas par leur médecin traitant. Oui, je sais bien. Mais nous-mêmes, on oublie de penser que les parents n'ont pas fait la démarche, qu'on est tous envahis par leurs problèmes de comportement et qu'on oublie de penser leurs soins somatiques et en particulier leurs dents d'ailleurs, qui génèrent énormément de troubles du comportement. Le dépistage dans un carnet de santé, c'est dans le plan autisme. Pour le moment, tu peux regarder, il n'y a pas ces questions-là. Elles doivent être introduites, elles y seront, mais ça ne suffit pas. Ce qui va être introduit, c'est déjà des signes un peu tardifs et il y a des signes encore plus précoces. Et c'est cela que les spécialistes doivent pouvoir connaître. Donc on a une montée en compétences qui va aller bien au-delà de ce qui s'inscrit dans le carnet de santé à mettre en place, nous, spécialistes de l'autisme, y compris dans la toute petite enfance. Bon, sur CMP, CATTP, le débat est beaucoup plus large que pour l'autisme, je passerai. La question des techniques spécifiques ou pas spécifiques, il faut penser à tout. Les unes ne sont pas exclusives des autres. Alors c'est difficile pour des parents parce qu'il y a des espèces de doctrines, d'opposition. La question c'est de savoir comment les soins, tels qu'on les fait en CMP, peuvent s'articuler avec les méthodes éducatives. Et arrêtons d'exclure c'est l'un ou c'est l'autre. Mais parfois, c'est vrai que ça met les parents en difficulté, vu la façon dont c'est présenté actuellement. Je pense que la notion d'atelier remet tout le monde d'accord. C'est-à-dire qu'on fait une activité avec un enfant, alors, dans un atelier. Là, il faut vraiment que l'image de marque des CMP change. Et que le rapport aux parents change. Et c'est toute la question de l'accompagnement des parents, de la guidance parentale, des groupes de parents, de l'aide aux parents qui est posée et qui n'est pas assez développée dans nos CMP. On voit les parents en individuel, ils ont l'impression d'être soignés pour leur enfant et je pense qu'il faut arriver, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à faire du domaine du soin à la famille, mais à gérer les choses d'une façon un petit peu différente parce qu'ils ne nous suivent plus. Voilà. Bon, je m'arrête là. Vous aurez la parole à un autre moment dans la matinée, donc voilà. Parce que, il y a peut-être d'autres réactions de. Oui.
Parce que je pense que c'est important de rappeler que tu as ce matin rapporté d'abord les questions qu'on s'était posées et puis ensuite des ébauches de réponses. Et on a pu noter en fait hier en atelier combien il y avait déjà de changements et d'attention autour de ces questions. C'était, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vais. Est-ce que Juste par rapport au délai pour consulter dans les CMP, ce qui est compliqué, je trouve, c'est que quand, par exemple, c'est sinistré, là, comme dans le département où vous parliez, moi, je pense qu'il y a des circuits parallèles qui s'organisent. On sait qu'on peut plus compter sur le psy parce qu'il est déjà surchargé et on va se débrouiller autrement. Le problème, c'est que, enfin, moi, je pense que, parce qu'en étant à Dreux, par exemple, avant, je voyais bien comment ça se passait, c'est-à-dire qu'on répondait pas, il y avait des choses qui s'organisaient. Et là, nous, moi, je pense qu'on a de plus en plus de demandes parce qu'on fait un effort auprès de nos partenaires et ça fait un appel d'offres et puis on est sans arrêt. Maintenant, alors c'est un peu on est victime d'un peu du succès de nos relations et donc c'est compliqué de comparer, je trouve, les listes d'attente ou les délais d'attente d'un endroit à un autre parce que il y a des dynamiques tellement différentes, c'est très hétérogène, voilà. Mais en même temps, à terme, je pense qu'ouvrir la porte, ça permet de voir les situations avant qu'elles soient foireuses et chaudes. Donc ça peut être quand même aussi un gain d'économie. Bonjour à tous et à toutes. Donc nous, on a travaillé hier sur un atelier qui était intitulé « Place des hôpitaux de jour ». Alors, j'ai essayé de regrouper les idées et c'était franchement compliqué parce que ça partait un peu dans tous les sens. Et donc j'ai essayé de regrouper des choses, mais c'est assez hétérogène. Et puis c'est moi finalement subjectivement qui ai voulu regrouper des trucs, donc c'est peut-être pas fidèle à ce que tout le monde a discuté. Alors déjà on a commencé par reparler de nos hôpitaux de jour, comment ils fonctionnaient, mais Stéphanie l'a déjà fait hier, donc je vais pas reparler de ça. En fait, chaque hôpital de jour a un fonctionnement qui lui est propre, et donc c'est difficile de comparer les choses. Quelque chose qui est revenu, c'était quelles informations trouve une famille sur les hôpitaux de jour, à part des horreurs qu'on dit sur les hôpitaux de jour, qu'est-ce qu'elle va trouver de façon objective en allant sur Internet. De même, qu'est-ce qu'il leur est présenté, qu'est-ce qu'on leur explique aux familles du fonctionnement des hôpitaux de jour. Et on se posait la question de la lisibilité des soins sur notre territoire. Nous-mêmes, on n'est pas très clair qui fait quoi, où, etc. La mauvaise image, alors c'est peut-être mon côté déprimé qui ressort là, mais franchement, c'est pas très gratifiant de travailler dans des hôpitaux de jour quand on entend sur France Inter que c'est un lieu d'aliénation avec des enfants qui se débilisent parce que par manque de stimulation, par absence de, je dirais, on n'est pas à jour au niveau des techniques, etc., etc. Donc cette mauvaise image, moi je la ressens. Alors pas tout le monde. Justement, il y a certains qui disaient qu'ils ne ressentaient pas ça. Moi, je le ressens fortement. Les familles qui arrivent nous voir dans l'hôpital pour une admission, elles taisent les choses, mais si on va gratter, on va leur poser la question, elles nous parlent tout à fait de ce qu'elles ont lu sur Internet, qu'on leur a dit, surtout ne mets pas ton enfant dans un hôpital de jour, etc. Si bien que ces familles sont écartelées entre qui est-ce que je vais suivre. Est-ce que je suis ce que dit le pédopsychiatre du CMP qui m'envoie là, ou est-ce que je suis par exemple, ils ont été voir une association de parents qui leur ont dit surtout ne pas mettre leur enfant là. Ils sont vraiment dans un choix très compliqué. Alors il y avait une question, il y avait quelqu'un qui a dit hier, on s'autoflagelle, on se fait du mal, on parle. Je ne sais pas, est-ce qu'on est déprimé? C'était des questions qui étaient soulevées. Et le vécu douloureux des équipes qui déploient beaucoup d'énergie pour des enfants abîmés psychiquement, avec des fonctionnements qui demandent d'être en forme psychiquement elles-mêmes, et qui sont attaqués par l'extérieur, c'est pas simple. Donc, on ne sait pas vendre nos compétences, on ne sait pas comment faire pour donner une bonne image ou pour que les gens sachent que c'est pas forcément le cliché qu'on dit dans les médias. Et une question aussi, c'était est-ce que l'image de l'hôpital de jour est dépendante de l'histoire ou de lieu où est implanté l'hôpital de jour? C'est-à-dire, si l'hôpital de jour est dans un CH, c'est-à-dire spécialisé, c'est-à-dire la folie, s'il est plus dans un hôpital général ou carrément dans la ville, comme à Maurepas par exemple, peut-être que l'image est moins connotée psychiatriquement.
Alors, la question de l'autisme, est-ce qu'il a encore à voir avec la psychiatrie? C'est cette question-là, toujours, qui est en filigrane. Alors, en fait, on s'est mis à parler des IME. C'est-à-dire, on parle de l'hôpital de jour et finalement, on parle des IME, c'est-à-dire la concurrence, c'est-à-dire où vont les enfants. On a parlé, par exemple, alors sur le 5, de Gazeran, qui a en fait une section pour les autistes, des Ménuls, qui accueillent des enfants. Alors, je ne les ai pas tous cités, parce que nous, on ne travaille pas forcément trop avec ceux-là. On travaille avec le Rondeau à Versailles ou avec le Saint-Cyr. Là, c'est des IME qui ne sont pas spécifiquement avec des méthodes purement comportementalistes, etc. Et puis, il y a les IME spécialisés du coin, notre école, Chambourcy, Rony, donc ça, je ne savais pas. Et où là, c'est donc la technique ABA, comportementaliste pure. Et alors, ce qu'on se disait, c'est finalement, les patients sont triés parce que ça va dépendre de la capacité à la famille de faire un travail auprès de leur enfant, de comprendre ce que c'est le comportementalisme et qu'elles sont tout à fait partantes pour faire ce travail. Finalement, ça fait un tri. Et nous, on a celles qui n'acceptent pas finalement Et puis, évidemment, une liste d'attente dissuasive, 80 dossiers en attente. Bon, ils vont pas là-bas, ils se retrouvent chez nous. Donc, par défaut. Les indications de l'hôpital de jour, donc le côté déprimé toujours, c'est est-ce que c'est une indication par défaut? C'est-à-dire, les enfants... plus ça va, tiennent à l'école avec une AVS. Il y a sinon les enfants avec un gros retard de développement qui vont vers les IME. Et est-ce que, par défaut, de pouvoir rester à l'école ou d'aller dans un IME, ils viennent chez nous? C'est une question, bien entendu. On se disait que aussi l'indication, souvent, elle est faite par les CMP, c'est-à-dire le service, les CMPP aussi. Et que moi, j'ai jamais eu une seule indication venant des associations de parents, par exemple, jamais. Les neuropédiatres, j'apprends de façon insidieuse qu'ils ont dit pas à l'hôpital de jour, si possible. C'est vraiment par défaut qu'on doit mettre. Donc là non plus, on n'est pas trop appuyé par les collègues. Tout à l'heure, j'en parlais des familles écartelées entre les différentes approches et quelle est la bonne décision. En fait, qu'est-ce qui va pouvoir... ça, c'est bien compliqué pour eux, ça les culpabilise énormément. On se faisait la réflexion que dans notre hôpital de jour, par exemple, enfin le mien surtout, les familles, et puis peut-être à l'HSN, à l'hôpital de jour, on a de plus en plus de familles en difficulté socio-économique, des migrants abîmés, souffrants, qui ont vécu des trucs terribles. Et franchement, ils sont absolument pas éclairés sur déjà le diagnostic, qu'est-ce qu'a leur enfant, et le choix qu'ils font en mettant leur enfant là. C'est-à-dire, c'est pas un choix en fait quand ils le mettent à l'hôpital de jour, c'est que en général ils font confiance aux psy qu'ils ont rencontrés en disant on vient là parce que c'est bon. On pense que c'est ça qu'il faut pour notre enfant, mais en fait, ils n'en savent rien et ils ne sont pas du tout au courant. Ce n'est pas un choix éclairé du tout. Alors, les indications, finalement, on en vient aux indications de l'hôpital de jour. On était quand même tous d'accord pour dire qu'à l'hôpital de jour, qu'est-ce qui fait qu'on a des indications? C'est qu'on a un ratio intéressant, c'est-à-dire un soignant pour un enfant, en gros, à peu près. Ça peut être 2 soignants pour 2 enfants. On est capable de faire ça, de l'individuel. On est capable d'être... c'est ce qui fait qu'on a une légitimité, on a, disons, une place, certainement. Parce que dans les IME... alors, attention, je ne parle pas des IME spécialisés autistes avec, en effet, un soignant. Certainement, il doit y avoir un éducateur pour un enfant, voire peut-être même plus. Mais pour les autres, non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est un éducateur pour 2, 3 dans le meilleur des cas, et sinon, ça peut aller jusqu'à 8 enfants dans le coin. Donc là-dessus, on peut certainement faire un travail de qualité. On se disait ça devrait être un passage, l'hôpital de jour, une escale pour reprendre le nom de l'hôpital de jour de Maurepas, merci. Et un temps de soins, et non un lieu de vie. Mais ça, je pense que plus ça va, plus on a ça en tête. Mais il y a encore des enfants qui viennent chez nous à 6 ans et qui partent de là à 14 ans. Bon. La question à nouveau des ados, c'est pas d'hôpital de jour pour les ados dans le coin, qui sont autistes, qui ont des troubles importants. Les IM pro saturés. Et quid des ados finalement TED, on en a parlé à l'instant, en difficulté au collège, et ils vont où ceux-là?
Alors, les questions quant au fonctionnement, alors c'était l'idée de différencier les temps et les lieux pour des pathologies différentes ou des besoins différents. Donc il y avait une réflexion d'une collègue qui travaillait chez les adultes. Comme en psy adulte, on ne mélange pas les TED et les schizophrènes. Moi, je n'ai pas cette expérience, mais par exemple, l'exemple de Montesson qui était intéressant, c'était le matin, on accueille les enfants autistes, voire psychosymbiotiques, c'est-à-dire qui nécessitent du 1 pour 1, quoi. Et des temps très structurés, très courts, des séquences, des ritualisés, des petits groupes, des emplois du temps visuel, tout ce qui se fait, tout ce qu'on dit qu'il faut faire avec ces enfants-là. Et l'après-midi, on accueille des enfants, des pathologies plus variées et des ateliers psychothérapiques plus classiques. Et ce qui est intéressant, c'est que la collègue disait qu'il y avait un soulagement des équipes, parce qu'elles étaient finalement écartelées, elles aussi, entre comment faire là, parce que je me positionne comme ça, je ne peux pas me positionner de façon uniforme avec des enfants qui ont des pathologies aussi différentes. L'exemple de Rambouillet, c'était d'accueillir des petits TED le matin et des plus variés et grands l'après-midi, ce que j'ai compris. Avec là, par contre, pas de méthode spécifique, un travail sur la relation et toujours du 1 pour 1, du 2 pour 2, des médiations diverses qu'on connaît et un groupe imitation qui était aussi intéressant, je trouvais. Pour finir, j'ai retenu, moi, comment donner une image plus positive qui nous atteint en fait dans notre comment dire, notre envie de travailler, peut-être notre plaisir à travailler et notre créativité, tout ce qu'on veut. Enfin, et est-ce qu'il faudrait montrer sur Internet, c'est une question, ce qu'est un hôpital de jour, ou je sais pas, comment faire, quelle lisibilité, quelles informations, bon. Et quelle place? Alors, il y a bien une place quand même pour des enfants qui nécessitent du 1 pour 1. Alors, il y avait plusieurs choses que j'ai retenues. Certains disaient en fonction d'un niveau de gravité, en fonction des troubles du comportement, en fonction peut-être d'un contexte familial souffrant, où là on aurait peut-être, disons, des compétences pour accompagner les familles. Et puis des fois aussi des familles qui n'arrivent pas à garantir des soins intensifs en CMP, ou par défaut. Donc on en revient toujours à cette histoire de par défaut. Et puis il y avait une question qui était combien d'enfants sont sans rien et à domicile. Donc, vous réaffirmez qu'en fait, il y a nécessité d'avoir des hôpitaux de jour pédopsychiatriques pour la prise en charge des enfants autistes? Alors, je ne sais pas, parce qu'on n'a pas tranché sur ce point-là. On a fait une sorte de recueil de sentiments, de questions. Mais oui, je pense que beaucoup de personnes ici pensent que il y a une légitimité, il y a un intérêt. Par contre, vu comment l'hôpital de jour est décrié ou attaqué, c'est vrai que ça doit influer aussi sur notre idée qu'on a quelque chose à faire avec ces enfants-là. C'est-à-dire, plus ça va, plus moi je me pose la question, est-ce qu'on a à faire avec les enfants autistes? Je pense que le CAMS qui s'occupe des autistes ou qui s'en occupe pas, et quand on va vers la psychiatrie, oui, c'est pareil. C'est-à-dire, il y a des positionnements de plus en plus clivés. Et moi, je suis un peu atteint, je pense, par la réflexion ambiante où la psychiatrie devrait être là juste à des moments précis, mais finalement, on n'aurait pas forcément un savoir-faire pour des enfants autistes. Enfin, moi, c'est bon. Après, je pense qu'Arlette, tu ne penses pas comme moi, hein. Non, merci François, parce qu'à partir des échanges qu'on a eus, qui étaient quand même, qui allaient un peu dans tous les sens, ça a quand même fait un gros travail de synthèse. Alors moi, je voudrais rajouter des petites choses en fait. Alors d'abord sur cette question, quelle est la place de la psychiatrie par rapport à l'autisme? Moi, je pense qu'on est de fait à une place fondamentale et première du fait que l'accès à la pédopsychiatrie est libre, ouvert, extrêmement simple,
voire facilité, alors que tous les autres dispositifs qui existent, qui appartiennent au médico-social, sont d'un accès beaucoup plus compliqué, sauf le CAMS. Mais les IME, les CESAD doivent passer par une demande qui passe par la MDPH, ce qui suppose quand même un dossier complet, des bilans. Donc là, en ce qui concerne le médico-social, on va voir apparaître 2 temps. Un temps qui va être un temps de diagnostic. Et si on souhaite faire une orientation en médico-social, il va falloir faire un temps d'orientation qui va passer par la MDPH. Donc là, ça va être beaucoup plus long. Donc nous, au niveau du sanitaire, on se situe quand même dans une capacité à recevoir des enfants très jeunes. On peut faire dans un même temps, le groupe CMP a développé cette question, mais on peut faire dans un même temps, du côté du CMP, l'évaluation, un début d'évaluation ou une évaluation et un début de suivi. Et donc la question qui va se poser, c'est à quel moment on fait une orientation hôpital de jour. Alors peut-être qu'on ne l'a pas énormément traité hier, et je pense que c'est lié au fait que sur le territoire, les structures sont tellement hétérogènes qu'on n'a nous-mêmes pas du tout les mêmes représentations de ce que c'est qu'une indication d'admission à l'hôpital de jour en fonction du lieu dans lequel on travaille. Je connais un petit peu l'hôpital de jour de Saint-Cyr, qui est une structure temps plein et qui, de fait, va accueillir des enfants avec des pathologies plus lourdes, qui vont avoir du mal, qui n'ont pas de fait d'inscription dans le social, qui n'ont peut-être pas de place à l'école. Donc vous allez, au niveau de Saint-Cyr, accueillir des enfants d'emblée qui vont avoir une pathologie plus lourde et pour lesquels le projet de soins et le sens du soin et le moment de la réorientation, ça va être plus complexe. Nous, on se situe sur le 5 avec 2 hôpitaux de jour qui sont normalement l'un à temps partiel, l'autre à temps plein, mais qui finalement fonctionnent d'une manière pas très différente. Je ne veux pas expliquer pourquoi, mais ce n'est pas très différent. Et on travaille d'emblée avec des enfants qui ont une inscription dans le social. Ils sont quasiment tous scolarisés. C'est-à-dire que comme on n'a pas, dans notre culture, cette habitude d'adresser à un hôpital de jour temps plein un enfant de 4 ans qui n'est pas scolarisé, nous, au niveau du CMP, on va travailler pour la scolarisation pour un enfant de 3 ans, même 1 heure par semaine. Ça va être l'objectif du démarrage dans le soin, d'obtenir cette inscription à l'école, avec une AVS, avec les moyens. Après, les soins vont se greffer, mais on n'a pas la même démarche au niveau du soin. Et je pense que on a des fonctionnements très hétérogènes sur le secteur. Je me demande si j'ai pas oublié la question qui était posée au départ, qui était... Non, mais c'est la question de la place. Moi, je trouve que tu as pas mal répondu. Alors, parce que j'ai envie de dire... Alors oui, non, juste pour finir, la place, on l'a de fait. C'est-à-dire que comme on reçoit des enfants qui ont des troubles graves du développement, pour une grande part, il va s'agir de troubles envahissants du développement. L'indication hôpital de jour pour des enfants qui ont une telle pathologie, qui vont nécessiter des soins intensifs. On a vu hier que pour certains, 20 heures. On n'en est pas là, mais il va y avoir au moins, si on reste sur un projet CMP, au moins 3 à 4 prises en charge par semaine. Donc là, ça suppose un certain type de famille avec des capacités d'accompagnement et c'est réservé à un certain nombre de familles. Donc le projet hôpital de jour vient s'inscrire de fait quand les soins, quand les besoins en soins sont importants. Donc, en fait, l'hôpital de jour avec un fonctionnement à temps partiel, ça pourrait être le lieu privilégié pour justement permettre à tous les enfants, y compris ceux qui n'ont pas des familles qui portent, de pouvoir accéder à ces prises en charge intensives. Oui. Alors là va se poser la question de quand même. Oui ou la non question. Enfin, Oui. Moi je le pense. Mais après, il va se poser la question de nombre de places. C'est-à-dire que là, il y a un flux qu'on peut pas difficile à évaluer à l'avance. Nous, on est dans une position actuellement très confortable sur le 5 parce qu'on vient d'ouvrir une nouvelle structure, qu'on avait déjà une structure hôpital de jour, qu'on a une certaine dynamique, qu'on a un équipement
au niveau du personnel de ces hôpitaux de jour qui est quand même important. Et c'est important de le souligner parce que sans cette équipe en nombre suffisant, on ne pourrait pas accepter les enfants qu'on accepte, parce qu'on accepte différents types d'enfants, certains avec des troubles très importants et d'autres moins importants. Et je crois que là, il y a une question, c'est-à-dire que si on accueille des enfants avec de gros troubles et qu'on met tous les moyens sur ces enfants avec de gros troubles, on ne va pas avoir de disponibilité pour les enfants qui ont des troubles moins importants. Il faut trouver un équilibre entre ces deux types de prise en charge qui ne nécessitent pas les mêmes outils ni le même personnel. La disponibilité des structures sur le terrain, voilà, c'est-à-dire tu dis bien qu'il n'y a pas d'hôpital de jour à temps plein, ça amène aussi quelquefois à être un peu dans l'inventivité, à être un peu dans l'adaptation. Tu dis voilà, un enfant qui est scolarisé 1 heure, bon c'est très limite, mais en même temps ça fonctionne quand même. Il y a cette question-là, et je pense que effectivement sur le secteur, le fait qu'il y ait 2 hôpitaux de jour, je pense qu'il y a aussi la question, voilà, à l'origine, les indications n'étaient pas forcément les mêmes quand les projets ont été pensés, mais je pense qu'on a été très rapidement aussi confronté à la question des distances et des trajets, hein, qu'il ne faut pas sous-estimer et qu'il est quand même plus confortable pour des enfants d'être soignés au plus près de leur lieu de résidence et pas avoir à faire plus d'1 heure de trajet pour aller en hôpital de jour. Il y a cette question-là, je pense. Donc en fait, la bonne place, ce serait des hôpitaux de jour avec des accueils à temps partiel en complément d'autres choses pour garantir les soins intensifs nécessaires. Oui, sauf que c'est pas la population, par exemple, de l'hôpital de jour de Saint-Cyr. Oui, c'est-à-dire comme on accueille les cas les plus lourds. Ouais. Alors, et un peu comme à l'HSL, on accueille les très très lourds aussi. Peut-être que oui, on ne peut pas comparer les choses, mais l'idée c'est ça, c'est de au maximum intégrer les enfants à l'école. On y arrive des fois. Mais ce que j'ai retenu, François, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants scolarisés. Oui, il n'y en a qu'un tiers. Non, j'allais dire juste par rapport à ce qu'on avait dit hier sur Saint-Cyr, effectivement, c'est pas tout à fait le même profil de patients. Les enfants sont beaucoup plus lourds et il y a beaucoup moins d'enfants effectivement qui ont des temps de scolarisation, alors qu'il y avait effectivement plus de 50% qui sont quand même scolarisés. Donc c'est vrai que c'est pas tout à fait les mêmes profils d'enfants, tout simplement. Donc ça change effectivement, voilà. Et ce qui avait été dit hier aussi, c'est que finalement sur Saint-Cyr, on a pu constater que sur le secteur 5, les enfants étaient beaucoup du secteur. Et finalement sur Saint-Cyr, je pense qu'il y a une aspiration des enfants du secteur 6 qui n'a pas d'hôpital de jour. Donc effectivement, on peut imaginer que les plus malades, il y a une certaine sélection. Oui. Au final, sans compter la tranche d'âge, c'est comme ils sont plus vieux, ça va jusqu'à 14 ans, voire 16 ans. Donc, donc il y a plusieurs niveaux, effectivement, qui compliquent un peu. Oui, juste là, j'ai l'impression qu'il se dessine quand même un panorama qui inclut les IME spécialisés, où il y aurait peut-être, si on reprend, ça m'évoque le spectre autistique. Pardon. Le spectre autistique, avec d'un côté, donc très loin, les enfants qui auraient un autisme aussi, un retard mental profond, donc des troubles du comportement, enfin des patients qu'on dit lourds, qui là se retrouveraient peut-être dans des structures type HSN. À l'autre bout du spectre, très très lourd. À l'autre bout du spectre, les TED un peu plus légers qui sont près de la sortie du spectre, mais qui néanmoins ont des troubles, mais ils sont si près de la sortie qu'ils ne sont plus destinés aux IME type Chambourcy. Et voilà, donc il y a, en fonction du spectre aussi, on peut pas dire la psychiatrie elle serait d'un côté ou de l'autre, mais en fait on les retrouve au debout. Enfin, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Voilà, et que les IME seraient destinés aux autistes, voilà, qui ont
un profil autistique type, mais avec certaines compétences qui sont pas, bon, peut-être déficitaires, mais pas au point de se retrouver voilà, dans certaines structures. Et un manque de place aussi, mais pas uniquement par défaut. Il y a aussi voilà, cette espèce de répartition qui semble se dessiner, je trouve, en fonction de... Bon, il y a aussi le par défaut, mais il faut aussi le penser en positif, quoi. Tu mets où les hôpitaux de jour, Les hôpitaux de jour, il y a ceux qui sont du côté du grave déficit des troubles du comportement, voilà, moi comme hôpitaux de jour, en tout cas structure hospitalière comme la HSN, et de l'autre côté peut-être certains TED qui ont besoin à la fois de structures, enfin de prise en charge type autistique, quoi, et aussi d'autres types de prise en charge qui sont à la limite. Et là, on pense peut-être aussi à un manque qu'il y aurait pour les ados, parce que ça existe plus pour les enfants, moins pour les ados. En confiant à l'IME, en fait, les situations les plus simples. C'est-à-dire plus simples parce que plus typiques ou... Oui, je vais être beaucoup plus courte. Très courte. Pour moi, il y a 3 types de questions. Bon, outre le fait qu'il faut quand même pas donner une image aussi négative des hôpitaux de jour par nos non-choix, parce que on va continuer à la prolonger. Non-choix ou famille incapable d'en faire un, ce qui est une réalité. Mais bon, il faut sortir de là. Et pour sortir de là, il faudrait définir clairement quels sont les soins apportés par un hôpital de jour. Comment on parle de nos soins et comment on les définit par rapport aux soins d'un IME. Il y aurait tout intérêt à faire des rencontres entre les IME et les hôpitaux de jour pour qu'ils se parlent en présence de représentants de parents, hein, pour qu'ils se parlent et qu'on éclaircisse cette question qui n'est pas claire du tout. Ils travaillent avec les mêmes professionnels, pas toujours en même quantité, mais parfois même en même proportion dans certains endroits. Et tant qu'on n'aura pas fait ça, on ne saura pas ce qu'est le soin. C'est pareil pour les ITEP. Hein. On ne sait pas définir ce qu'est le soin en pédopsychiatrie. Précisément, il y a des orthophonistes en CESAD, il y a des psychomotes en IME, il y a des psychologues partout, il y a des psychiatres, est-ce qu'ils doivent prescrire, pas prescrire dans les IME. Enfin bon, tout ça, c'est des questions qui n'ont pas été posées, donc il faut vraiment les poser. Et après, on trouvera chacun notre place. C'est ça la démarche du DECT, entre autres. Et je pense qu'il faut le faire, si on veut réhabiliter l'image, en présence des parents, localement. Enfin, voilà. Mais on ne peut pas définir l'hôpital de jour par rapport à l'intensivité seulement quand c'est temps partiel. On ne peut pas le définir par rapport à la capacité familiale à coordonner des soins. On ne peut pas le définir seulement par rapport à la gravité. Marie-Joëlle vient de le dire. Et il y a une spécificité qui est par rapport aux ressources du terrain. C'est évident quand on fait le tour de France comme je l'ai fait. Il y a des organisations équilibrés qui sont faits parce que dans des endroits, il y a beaucoup d'hôpital de jour et pas d'IME. Dans d'autres, il y a beaucoup d'IME et pas d'hôpital de jour. Et les gens ont trouvé une façon de faire pour répondre au moins mal. Mais quand même, si on veut essayer de planifier, de réfléchir, de faire évoluer, il faut qu'il y ait une rencontre entre les hôpitaux de jour et les IME et qu'on définisse mieux chacun ce qu'on fait.